Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de la météo concernant la deuxième semaine de développement embryonnaire. Bon, un peu moins sérieusement. Alors déjà, je me présente, même si Ina m'a dû le faire. Je suis une de vos tutrices d'embryologie, Lisa, alias Globine sur le forum. Voilà. Avant de commencer, je vais vous donner mon avis concernant cette nouvelle matière qui est l'embryologie. Pour moi, il y a deux grandes difficultés. La première étant au niveau de la compréhension et surtout de la visualisation 3D. Parce qu'on va vous parler de structures cellulaires qui vont se déplacer dans l'espace. Et donc si jamais vous avez un peu de mal à visualiser tout ça, eh bien je vous invite à aller sur le CT et on vous a mis des liens conseillés par la prof pour mieux visualiser. Deuxième chose, qui dit embryo dit datation et donc dit par cœur. Mais vous inquiétez pas, il y a des solutions pour pallier à ça, notamment les moyens mémotechniques. Et donc dans cet épisode, vous allez voir, je vais vous partager mes moyens mémo, il y en a de toutes sortes. Et donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc voici le plan du cours. On commencera par parler de quelques généralités. Vous verrez, c'est la continuité de ce qui se passe durant la première semaine. Et ensuite, on enchaînera avec l'évolution de l'œuf, d'une manière spatiale avec la nidation, et puis d'une manière structurelle avec la formation du disque embryonnaire didermique, ainsi que de ses cavités extra-embryonnaires. Vous verrez dans le diapo, il y a des petites icônes en bas à droite, et c'est pour refléter plus ou moins la difficulté des diapos. Retenez juste un truc, s'il y a des nuages, il faut faire attention. Voilà. Donc, la deuxième semaine de développement embryonnaire correspond à la quatrième semaine d'aménorrhée. Petit point explicatif que vous aurez aussi en maïeutique. Alors, quand on parle de semaine de développement, on compte à partir de la fécondation. Alors que lorsqu'on parle de semaine d'aménorrhée, on compte à partir du premier jour des dernières règles. Et donc, vous avez un décalage de 2 semaines. D'ailleurs, plus tard dans les cours d'embryo, vous verrez que, du coup, nous, en embryo, on aime bien parler de semaines de développement, alors que les gynécologues, eux, préfèrent parler de semaines d'aménorrhée. Voilà. Et donc, durant cette deuxième semaine, il va y avoir l'implantation du blastocyste libre dans le chorion de l'endomètre. Et c'est ce qu'on appelle l'anidation. Alors ici, vous avez un petit schéma récapitulatif des couches de l'utérus. Et donc, de dedans en dehors, on va retrouver l'endomètre, puis le myomètre, qui est du muscle, et enfin l'adventice. Alors, si on zoome au niveau de l'endomètre, qui est aussi appelé la muqueuse utérine, on va retrouver 3 couches. D'abord, l'épithélium, en rose clair, qui repose sur une membrane basale, en dessous duquel on retrouve le tissu conjonctif qu'on appelle le chorion. Et donc, durant cette deuxième semaine, voilà, donc vous aurez le blastocyste libre, ici à ce niveau, dans la cavité utérine, qui va ensuite venir au niveau du chorion et s'y loger. Il faut savoir que la deuxième semaine de développement embryonnaire coïncide avec la phase post-ovulatoire. Donc pour comprendre, je vous ai mis ce schéma où ici vous voyez le follicule ovarien et qui après l'ovulation, du coup en phase post-ovulatoire, se transforme en corps jaune. Ce corps jaune va sécréter une hormone qu'on appelle la progestérone. Et du coup, cette hormone, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va permettre une maturation complète de l'endomètre et faire en sorte que l'environnement soit propice à la survie de l'œuf en cas de fécondation. On va observer des modifications au niveau des glandes qui vont se spiraliser et sécréter du glycogène. On va avoir au niveau des vaisseaux sanguins une spiralisation également et un œdème va se former au sein du chorion. Alors, il faut savoir que du coup, il y a 2 cas de figure. Soit il y a eu fécondation, et du coup c'est trop bien, tout est prêt pour accueillir l'œuf, et le corps jaune va donc sécréter en continu la progestérone. Autre cas de figure, il n'y a pas eu de fécondation, et donc, comme vous voyez sur le schéma, la progestérone va diminuer, son taux va diminuer. Donc là, vous avez un petit éclair, donc attention. Toutes les modifications dont je viens de parler sont bien indépendantes de la grossesse. C'est-à-dire que si jamais la femme est enceinte, rien ne va nous le montrer. D'accord ?
Maintenant, nous allons parler de la nidation, qui est un phénomène qui se déroule en 4 étapes et dont il faut connaître la chronologie et aussi les dates qui y sont associées. Et ensuite, nous verrons qu'il y a d'autres événements qui s'effectuent en même temps que la nidation, à savoir la circulation utérolacunaire, la formation des villosités primaires, ainsi que la réalisation de la réaction déciduale. On détaillera ça plus tard. La première étape de la nidation correspond à l'apposition qui s'effectue à J6. Alors, durant cette étape, il va y avoir l'accollement du blastocyste libre au niveau de l'épithélium de l'endomètre. Ça va se faire au niveau de son pôle embryonnaire. Je vous rappelle, le pôle embryonnaire, c'est là où est localisée la masse cellulaire interne. Et donc cet accollement va se faire selon une zone précise et selon une fenêtre précise. Ce sont deux notions à ne pas confondre. Donc la zone, c'est bien une notion spatiale, alors que la fenêtre, c'est bien une notion temporelle. Pour distinguer les deux, pensez à fenêtre, qui laisse passer la lumière du jour, et donc qui dit jour, dit temporel. Ok ? Maintenant ici, vous avez un utérus, ok, qui a été coupé selon un plan sagittal, et on est comme ça. Donc ici, vous avez l'avant, et ici, vous avez l'arrière. Et donc, vous distinguez deux parois, une antérieure et une postérieure, qui est surlignée ici en vert. Et ça va être au niveau de la partie supérieure de cette paroi postérieure que l'on localise la zone d'implantation. Ensuite, comme je vous ai dit, l'implantation ne se fait pas à n'importe quel moment. Ça se fait selon une fenêtre d'implantation précise qui correspond à J6 ou J21 du cycle menstruel. Donc là, on a juste 15 jours en plus parce que le cycle menstruel, on le compte à partir du premier jour des dernières règles. Pour que la position se passe au mieux, il faut qu'il y ait une coordination ou coopération, c'est la même chose, entre l'endomètre et le blastocyste. Et donc l'endomètre va être dans un état dit de réceptivité, alors que le blastocyste, lui, va être dans un état d'activation. Attention, il ne faut pas mélanger les deux termes. Alors pour comprendre, vous savez, le blastocyste, il a hérité de 50% des gènes de la mère. Mais il a aussi hérité de 50% des gènes du père. Et donc, on comprend bien qu'il est à moitié étranger pour la mère. Et le risque est qu'il se fasse donc éliminer par le système immunitaire maternel. C'est pour ça que l'endomètre doit avoir une certaine tolérance immunitaire, tolérer cette étrangeté, et le blastocyste, lui, doit se faire tout petit et donc avoir une faible antigénicité. On va voir que du côté de l'endomètre, il va y avoir des facteurs de croissance et que du côté du blastocyste, il va y avoir des molécules d'adhérence afin de permettre la position. J'ai oublié d'ajouter un commentaire sur la dernière diapo. Donc pour associer vraiment l'endomètre à la réceptivité, pensez à réceptivité comme recevoir. L'endomètre, il reçoit l'œuf, ok ? Et donc après, vous vous en déduisez que l'activation, l'état d'activation s'associe bien avec le blastocyste. Donc maintenant sur cette diapo, nous allons voir les différents acteurs moléculaires qui vont intervenir lors de l'apposition et permettre cet accollement. Alors d'une part, ici, on va localiser les pinopodes des cellules épithéliales de l'endomètre. Ce sont en fait des micro-protrusions de la membrane plasmique et qui va permettre une aspiration du liquide intra-utérin. On va reconnaître aussi les EGF du côté épithélial. Ce sont en fait les facteurs de croissance. Okay. Alors que du côté du trophoblaste, on va retrouver des sélectines. Okay. Et chaque molécule va retrouver son récepteur sur l'autre versant. Okay. Et ils vont se mettre en interaction, permettant du coup l'accollement. Et donc, après cette interaction moléculaire, on aboutit à l'interdigitation entre l'épinopode épithélial et les microvillosités trophoblastiques. Donc, l'interdigitation, c'est ça, c'est un intriquement. Vraiment, vous ne mélangez pas. Pour ne pas vous mélanger, du coup, pensez à micro comme petit. Donc, quand on parle de microvillosité, qu'est-ce qui est petit? C'est l'œuf. Et donc après, vous en déduisez, donc pinopode, ça va bien avec l'épithélium.
L'adhérence correspond à la deuxième étape de l'anidation qui s'effectue à J6-J7. Durant cette étape, il va y avoir la fixation du blastocyste à l'endomètre. Au niveau du point d'adhérence, localisé ici, les cellules du trophoblaste vont se proliférer et se différencier en cytotrophoblastes, qu'on va nommer CTT pour simplifier. Et donc ce CTT va ensuite lui-même se différencier en syncytiotrophoblastes, qu'on va appeler STT, qui en fait correspond à une gigantesque cellule. Ok ? Donc, comment ça se passe? Le CTT, en fait, va, par des divisions nucléaires sans cytodérèse, c'est-à-dire sans division du cytoplasme, va donner une grosse cellule, ok, avec plein de noyaux. Autrement dit, le STT, on peut le considérer comme un syncytium multinucléé. Donc l'éclair, c'était vraiment pour insister sur le fait que le STT, c'était une grosse cellule avec plein de noyaux. Et donc ce STT localisé ici, en blanc et noir, ne va pas perdre de temps. Il va commencer à dégrader les mucines. Les mucines, ce sont en fait des composants du manteau glucidique qui recouvrent sur la surface externe les cellules épithéliales, ici, là. Le manteau est aussi appelé glycocalyx. Et donc ces mucines, en étant clivées, vont démasquer d'autres molécules, des molécules d'adhérence qu'on appelle les intégrines. Et voilà. Et ces intégrines, avec des intégrines qui sont aussi localisées sur le STT, vont interagir ensemble et ainsi permettre la fixation de l'œuf à la surface de l'épithélium. Alors, on avance dans la petite frise et maintenant on est à la troisième étape qui est l'intrusion. Ça correspond au moment où il y a la dissociation de l'épithélium induite par le STT. Alors ce STT, il va venir éroder l'épithélium par apoptose, donc par mort cellulaire. Il va émettre des invadopodes, donc comme des petits bras qu'on peut voir ici, qui vont venir s'infiltrer entre les cellules qui sont en train de mourir là. Ok, et ils vont atteindre ce qu'il y a juste après, c'est quoi? La membrane basale. Et à la fin, donc ces invadopodes qui ont toujours à leur surface les petites intégrines, vont s'associer avec la laminine, qui est un composant de la membrane basale. La dernière étape de l'anidation est l'invasion, qui a lieu à J7-J9. Alors, cette étape, elle consiste en la colonisation du chorion de l'endomètre par l'œuf. Et pour ce faire, il va d'abord y avoir une destruction locale de la membrane basale. Des enzymes, que l'on appelle gélatinases et qui sont d'origine trophoblastique, vont venir digérer des fibres de collagène de type 4 qui composent la membrane basale. Ensuite, une fois la membrane lysée, il va y avoir une progression de l'œuf dans le chorion. Et pour ce faire, d'une part, il va y avoir une reconnaissance entre les intégrines du STT et les fibronectines du chorion. Et d'autre part, d'autres enzymes, qu'on appelle collagénases, toujours d'origine trophoblastique, vont venir digérer cette fois-ci le collagène de type 1, qui sont localisés dans la matrice extracellulaire. Alors, ici, il faut faire attention. Il ne faut pas se tromper d'enzyme, gélatinase, collagénase, et il ne faut pas se tromper de type de collagène. Est-ce qu'on parle de collagène de type 4 ou de collagène de type 1? Pour ne pas me mélanger, j'avais fait intervenir mes connaissances d'histo, que là vous allez voir en parallèle. Il me semble que par définition, on dit bien que la membrane basale est constituée de collagène de type 4. Donc vous associez membrane basale avec collagène de type 4. Pour le collagène de type 1, je sais que normalement il est beaucoup plus gros et il va composer notamment l'os. Vous voyez, c'est très résistant. Et donc je me disais, pour les détruire, il faut faire intervenir les gros moyens. Et donc le collagénase, vous voyez, les collagénases, ça ressemble à collagène. Du coup, comme ça se ressemble beaucoup, eh bien, il serait donc le plus apte à détruire le collagène de type 1. Voilà, c'est un peu bizarre, mais voilà, si jamais ça vous marque, tant mieux. Sinon, trouvez un truc. Et autre truc, comme vous pouvez remarquer, à chaque étape, il y a toujours une interaction moléculaire. Ça finit toujours par une interaction moléculaire.
Et à partir de l'adhérence, là où le STT est formé, il y a toujours, à chaque étape, une destruction de quelque chose par le STT. Et ça finit, comme je vous l'ai dit, par une interaction moléculaire. Voilà, c'est juste pour que vous voyez, faire un petit récap dans le global. C'est toujours bien d'avoir un petit récap dans le global. Une fois l'anidation achevée, on retrouve l'œuf entièrement implanté dans le chorion à J10. Alors vous voyez, 10 c'est un chiffre rond, c'est un chiffre qui est beau, c'est un chiffre d'accomplissement. Vous avez l'œuf qui a réussi à s'implanter dans le chorion. Et puis vous avez le 0 du 10 qui ressemble à un rond, comme l'œuf. Donc c'est un événement associé à l'œuf. Donc voilà, si ça vous aide à retenir la date, c'est cool. Et donc, au niveau du point d'adhérence, ici, en bleu, vous voyez la formation d'un bouchon de fibrine qui vient remplacer les cellules qui ont été lysées, les cellules épithéliales. Et puis, il va se faire résorber, qui va être à l'origine de pseudo-menstruation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une petite perte sanguine, enfin, il peut y avoir une petite perte sanguine, il peut y avoir des pseudo-menstruations, pardon, et qui peut laisser croire du coup à la femme qu'il s'agit de ses règles, alors que pas du tout. Ensuite, donc là, on peut voir sur le schéma que le STT, en fait, il s'est proliféré jusqu'à circonscrire progressivement et entièrement l'œuf. Et en son sein, on voit apparaître des lacunes. Et ces lacunes, ce sont juste comme des bulles de liquide, en fait. Voilà. À présent, on va parler d'événements qui s'effectuent en même temps que l'anidation. Il y a notamment la mise en place de la circulation utéro-lacunaire, ainsi que des villosités primaires de J10 à J12. Alors, les lacunes qui se sont formées au sein du STT vont se confluer ensemble pour former de plus grosses lacunes. Et ces lacunes vont rentrer en contact avec les vaisseaux sanguins. Il va y avoir une communication. Pour ce faire, il va y avoir l'intervention d'une enzyme qu'on appelle la stromélysine, qui est synthétisée par le STT et qui va venir détruire la paroi des vaisseaux sanguins. Donc, là, vous faites appel à votre imagination, vous imaginez un tuyau, c'est votre vaisseau sanguin. Et là, l'enzyme, la stromélysine, va venir détruire la paroi. Ensuite, vous avez votre lacune, qui était la bulle de liquide, comme je vous ai dit. Et en fait, elle va venir se fixer comme ça, se fusionner au niveau de la paroi. Et ainsi, vous comprenez bien qu'il va y avoir une communication et donc des échanges. C'est ça la circulation utérolacunaire. Utéro pour utérus, là plus précisément au niveau des vaisseaux sanguins maternels, et lacunaire pour lacunes qui proviennent de l'œuf. Et donc, à ce moment-là, il y a des premiers échanges, des premiers échanges entre l'œuf et la mère. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il y aura également la formation des villosités primaires au même moment. Donc visualisez la structure. Vous avez le CTT en dedans et le STT en dehors. C'est d'ailleurs pour ça que c'était le STT qui était au fond et qui détruisait tout sur son passage. Maintenant, vous avez le CTT. Il va émettre des excroissances, comme ça, dans le STT. Et ainsi, vous aurez un axe avec du CTT en dedans et du STT en dehors. Et ainsi est formée une villosité choriale primaire. Il faut savoir que les villosités choriales, elles joueront un rôle dans la formation du placenta. La réaction déciduale est une réaction qui a lieu en même temps que la nidation. Elle est même induite par celle-ci et elle commence donc dès le début de la 2e semaine. Elle consiste en une transformation des fibroblastes, qui sont des cellules que l'on va retrouver dans le chorion de l'endomètre. Et cette transformation, elle va commencer au niveau de la zone de nidation, et puis elle va se propager comme ça, de proche en proche, à presque tout le chorion. Et à la fin, on va se retrouver avec 3 zones caduques. Alors, on retrouve la caduque basilaire, en rose ici, qui est à la base de l'œuf, et donc se retrouve entre l'œuf et le myomètre que vous voyez ici en gris. La caduque ovulaire, ovulaire comme ovule, ovocyte ou le haut de œuf, va se retrouver entre
l'œuf et la cavité utérine. Donc elle est représentée ici en bleu. Et enfin, vous avez le reste qui va constituer la caduque pariétale, ici en orange, qui va se retrouver donc entre, d'une part, la cavité utérine et le myomètre. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vers le 4e mois de développement, vous avez la croissance du fœtus, puisqu'on a un fœtus à ce moment-là, ainsi que la croissance de la cavité amniotique qui l'entoure, qui va faire que, vous voyez là, la caduque ovulaire, eh bien, elle va, comme ça, être poussée jusqu'à rejoindre et se fusionner avec la caduque pariétale. Et donc ça va expliquer le fait que la cavité utérine va être oblitérée. Elle ne va plus être là. Alors, nous avons parlé de ce qui se passait spatialement avec l'œuf lors de la nidation et des réactions qui se passaient autour, mais en même temps que la nidation. Maintenant, nous allons parler de la formation du disque embryonnaire didermique ainsi que de ses cavités. Et là, comme vous pouvez le voir, donc il y a tout plein d'étapes à connaître dans un ordre chronologique et qui sont associées à des dates précises qu'il faudra bien connaître. Mais vous inquiétez pas, je vais vous sortir mes meilleurs mémos. À J8, il va y avoir la formation du disque embryonnaire didermique. Alors, il va se former à partir des cellules de la masse cellulaire interne qui est localisée au niveau du pôle embryonnaire. Et ces cellules vont se différencier en deux populations de cellules distinctes. D'une part, il formera ce qu'on appelle l'épiblaste primitif prismatique qui va se retrouver en bordure du CTT. J'ai fait exprès d'insister sur le pri. Et d'autre part, il le donnera l'hypoblaste qui est formé de cellules cubiques et qui va être en bordure, cette fois-ci, du blastocèle. Et donc, les deux ensemble forment le DED, le disque embryonnaire didermique. Alors là, il faut que je vous dise deux choses. Déjà, il y a un point qui a été abordé plusieurs fois lors de séances de révision, donc des SDR. Le terme d'embryon, c'est une définition stricte. Et il faut savoir que c'est qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'il y aura le DED qui sera formé, que l'on peut employer le terme d'embryon. Vous voyez, avant J8, on parlait d'œuf, de blastocyste ou de préembryon. Tout ça, ce sont des synonymes pour la prof. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on pourra parler d'embryon. Ok? Maintenant, deuxième point. Alors là, il faut vraiment que vous visualisez bien le truc. Du coup, je vous dis, c'est un disque embryonnaire didermique. Donc un disque, vous voyez, c'est un truc, c'est un rond, enfin, c'est un disque, ouais, c'est un cercle, mais en épaisseur. Et il est didermique, c'est-à-dire qu'il a deux couches. Donc vous avez l'épiblaste primitif, ok, vous imaginez, je sais pas, une crêpe, enfin un truc, ok. Vous avez l'épiblaste primitif et l'hypoblaste en dessous. Et c'est tout, ok. Ça, c'est l'embryon. Et tout ce qu'il y a autour, ce n'est pas de l'embryon. D'accord? D'ailleurs, pour retenir le fait que le DED se forme à J8, regardez. Vous prenez le 8 et vous l'écrasez. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez deux couches, les deux couches du DED. Donc, qui dit J8 dit DED. Ok? À présent, on va voir que l'épiblaste primitif et l'hypoblaste vont à tour de rôle faire des choses. Et moi, j'imaginais que l'épiblaste primitif était rapide et faisait des choses grandioses, alors qu'à côté, on avait l'hypoblaste qui était un peu plus lent et faisait des choses moins ouf. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc, là, on a d'abord l'épiblaste primitif qui va agir. Vous voyez, il ne perd pas de temps. Comme je vous ai dit, il est rapide. Alors, il va y avoir la formation de la première cavité, qu'on appelle la cavité amniotique. Elle est ici. Alors, comment ça s'est passé? Avant, il y avait les cellules du CTT qui étaient en contact avec l'épiblaste primitif. Eh bien, ces cellules, elles se sont apoptosées, laissant donc une cavité. Okay? Ensuite, vous avez l'hypoblaste primitif qui a donné une nouvelle population de cellules qui vient comme ça tapisser la paroi de la cavité. Et ça s'appelle les amyoblastes. Et ainsi, on a donc la cavité amniotique. Maintenant que l'épiblaste primitif a agi, c'est au tour de l'hypoblaste
Et comme je vous l'ai dit, il est plus lent, donc on est à J9. Alors ce qui va se passer, c'est que l'hypoblaste, là en jaune, hein, va se proliférer et va donner une nouvelle couche de cellules qu'on appelle la membrane de Heuser. Cette membrane de Heuser va venir comme ça tapisser la face interne du CTT. Et une fois donc la membrane de Heuser formée, on n'a plus de blastocèles, on appelle cette cavité la vésicule vitéline primitive. Là, on se retrouve un jour plus tard, à J10, et c'est au tour de l'épiblaste primitive d'agir. Et vous allez voir, elle va faire un truc grandiose. Comme j'ai dit, le 10, c'est un chiffre beau, c'est un chiffre où il se passe des trucs de ouf. Donc, cet épiblaste primitif, ici, hein, va former un nouveau tissu que l'on appelle le mésenchyme extra-embryonnaire. Vous voyez ici, il va être en contact avec les nouvelles couches de cellules que l'on vient de parler. Donc, il va s'interposer entre, d'une part, le CTT, ici en violet, hein, qui va être plus en dehors, et d'autre part, il va s'interposer à l'intérieur, vous avez compris, hein, les amnioblastes en haut et la membrane de Heuser ici en bas. Là, il y a un événement qui est en train de se produire, c'est le schéma, on va y venir. Vous avez compris la chanson, l'hypoblaste primitif s'est dit, moi aussi, il faut que je forme ma nouvelle couche de cellules, mais sauf qu'il est lent, donc ça dure de J10 à J11. Donc là, vous voyez, c'est le schéma qu'on vient de voir. Et vous pouvez voir qu'il y a une deuxième poussée hypoblastique qui est en train de se réaliser. Et cette deuxième poussée hypoblastique, hop, va être à l'origine de la formation d'une deuxième couche de cellules qui ne porte pas de nom. Et une fois donc cette deuxième couche de cellules formée, la vésicule vitéline primitive prend alors le nom de vésicule vitéline secondaire. Alors là, vous voyez, petit éclair. Attention. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, cette deuxième couche de cellules ne recouvre pas entièrement la membrane de Heuser. En fait, vous voyez ici, à partir de ce moment, les cellules se sont dit, alors on s'en fiche du reste, venez, on se rejoint. Et du coup, vous avez cette petite partie qui n'est pas recouverte par cette deuxième couche de cellules. Et c'est ce qu'on appelle le kyste exocelomique. Okay, cette cavité, c'est le kyste exocelomique et il est voué à disparaître. Et donc vous comprenez que la majeure partie de la vésicule vitéline primitive donnera la vésicule vitéline secondaire, alors que le reste donnera le kyste exocelomique. Maintenant, on va parler de la dernière cavité extra-embryonnaire à se former, que l'on appelle le celome externe. Il se forme de J10 à J14. Vous voyez, il y a plein de choses qui commencent à J10. Hein. Et donc, ce qui va se passer, c'est que au sein du mésenchyme extra-embryonnaire, il y a des lacunes qui se sont formées. Et ces lacunes, elles vont se confluer pour former une cavité unique que l'on appelle le celome externe, que vous voyez ici. Donc, imaginez bien, vous avez le mésenchyme extra-embryonnaire et dedans, voilà, vous avez une grosse cavité. Et ce mésenchyme extra-embryonnaire va en fait former 4 lames. On va les détailler. Alors ici en 1, vous avez donc qui tapisse tout le CTT, ce que l'on appelle la lame choriale. Ensuite, ici en 2, qui est en contact avec les cellules qui sont les amnioblastes, vous avez la lame amniotique qu'on appelle aussi somatopleure extra-embryonnaire. Ensuite, ici en 3, vous avez la lame vitéline ou encore la splanchnopleure extra-embryonnaire qui va être en contact avec les cellules qui bordent la vésicule vitéline secondaire. Bon, là vous avez le kyste, mais il partira, comme je vous l'ai dit. Et enfin, donc, qui va rejoindre la lame choriale et les deux autres lames, donc la lame amniotique et la lame vitéline, donc ici, là, en 4, vous avez ce que l'on appelle le pédicule embryonnaire. Donc là, petit point, pour ne pas vous mélanger et vous dire, mais lame amniotique, c'est quoi? C'est somatopleure ou splanchnopleure extra-embryonnaire? Alors, vous voyez cette structure? Donc, vous avez d'abord en haut, comme ça, la somatopleure. Ok? La somatopleure, ça ressemble à sommet. Donc, comme vous savez que les amnioblastes sont en haut, du coup, voilà, somatopleure. Et puis, en bas, comme ça, là,
vous avez la Splanchnopler. Dans Splanchnopler, vous voyez, ça ressemble à plancher. Donc, plancher, Splanchnopler, c'est en bas. Et en bas, vous avez quoi? Vous avez la vésicule vitelline. Donc, on ne se mélange pas, hein, Somatopler ici et Splanchnopler ici. Alors là, petit point vocabulaire. Donc, ces lames dont je viens de vous parler, on va les regrouper ensemble et ça va former des feuillets. Et donc, on va distinguer deux feuillets, okay, qui vont être séparés par le cœlome externe et reliés par le pédicule embryonnaire. Donc, déjà, il va y avoir le feuillet interne. Donc, spatialement, il va être plus interne, à savoir la lame amniotique et la lame vitelline. Ça forme le feuillet interne. Et puis, vous avez le feuillet externe, qui est donc plus externe spatialement. Donc, ça va correspondre à la lame choriale. Et donc, vous voyez, petit nuage, attention, le pédicule embryonnaire ne fait partie d'aucun feuillet. Juste, il relie les deux feuillets, et c'est tout. À la fin de la deuxième semaine de développement, vous retrouvez ceci. Alors ici, vous avez le STT gorgé de sang, en dessous duquel il y a le CTT en violet, et en dessous duquel on retrouve la lame choriale en bleu turquoise. Et donc l'ensemble là, ça forme ce que l'on appelle la sphère périphérique ou sphère choriale ou encore chorion. Alors là, vous allez me dire, mais attends, chorion, c'est pas le tissu conjonctif de l'endomètre? Oui, mais vous voyez, on utilise le même terme pour désigner deux choses différentes. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ensuite, là, en 2, vous retrouvez la lame amniotique. Sur un schéma, sur le diapo précédent, vous avez en légende l'amnios. Et tout simplement, l'amnios, c'est la lame amniotique plus les cellules amniotiques, enfin les amnioblastes. Et ça forme du coup l'amnios. Ensuite, en 3, ici, vous avez la lame vitelline. En 4, ici, vous avez le pédicule embryonnaire et qui s'est désolidarisé, okay, et qui a migré comme ça, dessus, vous avez le kyste exocoelomique. Là, vous avez notre embryon, l'embryon qui est le disque embryonnaire didermique. Alors là, je vais insister sur un point auquel j'ai déjà insisté, mais c'est parce que j'avais eu une question sur le forum, du coup, j'espère que ça sera clair. Donc là, c'est l'embryon. Donc, toutes les cavités qui sont autour, avec tout ça là, même le STT, CTT, tout ça, c'est du extra-embryonnaire, parce que ce n'est pas de l'embryon, et c'est à l'extérieur. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Allez, là c'est bientôt fini. Là, on va parler des pathologies de la deuxième semaine, avec l'échec d'implantation et la nidation ectopique. Vous vous rappelez, lors de la nidation, on a vu qu'il y avait tout plein d'interactions moléculaires. Et donc, vous comprenez bien que si jamais ça se passe mal, eh bien, ça peut aboutir à un échec d'implantation. Après, il y a des cas où la nidation va être effectuée, mais pas au bon endroit. Et donc, on appelle ça des nidations ectopiques. Ça peut donner lieu donc à des grossesses extra-utérines, donc à l'extérieur de l'utérus, comme dans la trompe, dans l'ovaire ou dans le péritone. Ou alors, ça peut donner lieu à des grossesses intra-utérines dans l'utérus, mais pas au bon endroit. Je vous rappelle, normalement, la zone de nidation, la zone d'implantation, s'effectue dans la partie supérieure de la paroi postérieure de l'utérus. Et donc, un type de grossesse intra-utérine, c'est la région, au niveau de la région cervicale, et qui va donner lieu au placenta praevia. Ok ? Et le problème avec ce genre de placenta, c'est qu'il va y avoir de gros risques hémorragiques. Vous allez comprendre pourquoi avec la diapo qui suit. Donc là, vous voyez un placenta normal qui s'est formé au niveau de la zone de nidation. Et là, vous voyez un placenta praevia qui s'est formé au niveau de la région cervicale. Et donc, vous imaginez bien que lorsque le bébé devra sortir, ça va être compliqué de sortir par là. Et d'où les risques importants d'hémorragie. Et voilà, c'est fini. Bravo pour avoir suivi jusque-là. Donc, la deuxième semaine, c'est un petit peu compliqué.
Mais comme vous avez vu, j'ai utilisé des mémos. Que ce soit des mémos visuels, je prends des chiffres, ça ressemble à quelque chose. Des mémos sonores, hop, ça se ressemble. Ou alors c'est raconter des petites histoires. Vraiment, j'espère que tout ce que je vous ai dit, ça vous aidera, notamment pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude d'en faire. Deuxième chose, sur le CT, vous verrez, je vous mettrai une fiche qui récapitulera tout ce que vous aurez vu durant cette tuto rentrée. Et moi, en fait, je m'étais faite cette fiche lorsque j'avais vu pour la première fois l'embryo, parce que je me perdais. Je me rappelle, genre dans la chronologie, ça n'allait pas très bien. Et quand je l'ai faite, ça a vraiment permis de fixer mes idées. Donc, je pense que c'est important de savoir les choses dans le détail, mais il faut savoir aussi voir les choses dans le global. C'est un peu valable pour tous les cours d'ailleurs. Sur ce, ben, je vous laisse. Et prochain épisode avec ma cotute Carla. Voilà, bye bye!